marché public. Alors, un marché public qui est conclu par voie qui est passé par voie d'appel d'offres avec un prix unitaire exécuté sous forme de marché cadre qui a objet construction. Ou bien si on va changer aussi et dire, par exemple, j'ai un marché qui est passé par voie d'appel avec présélection, exécuté sous forme tranche conditionnelle avec un prix provisoire et qui a pour objet fourniture de service. Voilà les 4 critères, comment on va essayer de présenter le marché, c'est-à-dire en fonction bien sûr de la nature des besoins de l'administration. Parce que si le besoin de l'administration qui est présenté ou bien qui est déterminé d'avance en fonction de l'article 5 du décret de 20 mars 2013, c'est le besoin de l'administration qui nous donne la nature de voie de passation et le mode d'exécution et le prix et l'objet. Bien sûr, sachant que, les marchés publics, bien sûr, en général, connaissent, bien sûr, avec l'exécution, bien sûr, plusieurs difficultés qu'on va essayer de les traiter, qu'on va parler dans le deuxième chapitre de la matérialisation, comment se fait cette transparence, à savoir la procédure, c'est-à-dire l'approche procédurale. Comment se fait, quelle est la procédure, c'est-à-dire pour conclure un marché par l'administration. Maintenant, on va essayer d'entamer ce qu'on appelle l'approche procédurale, c'est-à-dire la procédure à suivre. Comment conclure un contrat d'un marché public? Bien sûr, sans reculer deuxième fois à la définition qui est présentée par le législateur. Bon, un contrat conclu par un maître d'ouvrage et un co-contractant. Le co-contractant, c'est toujours une personne de droit privé et peut être aussi une personne de droit public. Mais à ce moment-là, l'administration, quand il pense à conclure un marché et elle a déjà déterminé c'est-à-dire la voie de passation, on va bien sûr savoir quels sont les documents que l'administration est obligée de les préparer pour préparer un marché ou bien pour lancer un marché ou bien un appel d'offres. Ça dépend de la voie que l'administration a déjà décidé de passer un marché. Alors, l'administration, bien sûr, elle est obligée de préparer un CPS. Qu'est-ce qu'on entend par un CPS? Un CPS, c'est un cahier de prescription spéciale. C'est-à-dire, contrairement au cahier de charge qui figure dans l'article 13 qu'on a mentionné, le législateur il a présenté une autre définition d'un contrat de marché. Il a dit dans l'article 13 que le contrat de marché est un contrat écrit et que les cahiers de charge montrent les conditions de son exécution. C'est-à-dire qu'il y a les cahiers de charge qu'on a dit, le CCAGT pour les marchés de travaux et le CCAGMO pour les marchés des études et les marchés de la maîtrise des œuvres. Ça sont des clauses, ce sont des cahiers de charge qui ont un aspect réglementaire. Mais il y a d'autres types de marchés, à savoir le CPS, c'est-à-dire l'administration doit préparer à chaque fois qu'il pense à passer un marché, il est obligé de préparer un CPS, un cahier de prescription spéciale. Alors, comme son nom l'indique, cahier de prescription spéciale, c'est-à-dire un cahier que l'administration prescrit les besoins d'une manière technique et esthétique et de la continuance, c'est-à-dire que le CPS contient beaucoup des mentions et des notions qui sont relatives aux besoins demandés et qui fait l'objet de l'appel d'offres ou bien l'objet de toutes sortes de marchés. Le deuxième document, c'est le règlement de la consultation. Alors, comme son nom l'indique, c'est un règlement de la consultation. Elle est consultée par qui? Bien sûr, par la commission d'ouverture du pli. On va parler de la compétence et de la formation de la commission d'ouverture du pli. Mais la commission d'ouverture du pli, bien sûr, une fois elle va commencer, bien sûr, à sélectionner, à trier, à étudier les dossiers des concurrents, elle va se référer au règlement de la consultation. C'est-à-dire, le règlement de la consultation compte une feuille de route
pour la commission d'ouverture des prix. Bien sûr, c'est une sorte de transposition de la volonté de maître d'ouvrage. C'est-à-dire le maître d'ouvrage, il veut, c'est-à-dire il essaie de démontrer à travers ce document, c'est-à-dire ses besoins, qu'est-ce qu'il veut exactement. Parce que le maître d'ouvrage, c'est le premier responsable, en fin de compte, à assurer ce qu'on appelle l'offre économiquement la plus avantageuse. C'est-à-dire qu'il a une mission qui est un peu très difficile, c'est de joindre l'utile à l'agréable. C'est de minimiser le coût et en même temps chercher la qualité des besoins. Et c'est très difficile de faire et de réussir ce mariage. Alors, elle est responsable de dépenser, c'est-à-dire de bien dépenser les dépenses publiques, parce que le marché, bien sûr, on va avoir le contrôle budgétaire des marchés publics, c'est une sorte de dépense. Alors, en même temps, il va chercher, c'est-à-dire la qualité. Alors, comment réussir c'est-à-dire cette opposition? Bien sûr, c'est ce qu'on appelle l'offre économiquement le plus avantageuse. C'est-à-dire il y a l'aspect économique et il y a le côté avantageux. Alors le troisième document, on a dit le premier le CPS, le deuxième le règlement de la consultation, le troisième document c'est le bordereau estimatif des prix. Alors à travers le bordereau estimatif des prix, on va se référer aussi aux critères du prix. Voilà, c'est pas tous les marchés ne sont pas payés de la même façon. C'est pas tous les marchés payés c'est-à-dire de la même prix. Il y a le prix. Comme on a dit, il y a plusieurs variétés de prix, prix révisable, prix mixte, prix unitaire, provisoire, il y a beaucoup. Alors, dans le bordereau estimatif des prix, le maître d'ouvrage détaille le mode de paiement et la nature des prix, c'est-à-dire du marché, comment il va être payé. Après, il y a un document qui est préparé par le maître d'ouvrage, c'est-à-dire la déclaration sur le nom. C'est un formulaire qui est préparé par le maître d'ouvrage et qui va être tiré par le concurrent. C'est-à-dire le concurrent, c'est lui qui va remplir ce document et qui va bien sûr mentionner que toutes les déclarations qu'il a fait devant le maître d'ouvrage jouissent d'une véracité et qu'il est responsable en cas de mensonge et en cas de présentation des documents frauduleux ou bien des documents faux. Bien sûr, une fois que le maître d'ouvrage a préparé ces documents, alors la deuxième étape, qu'est-ce qu'il fait? C'est la transposition de la première règle de gouvernance, à savoir la transparence. Alors, ici, il y a l'appel à la concurrence à travers l'avis à la concurrence. Bien sûr, elle est réglementée par l'article 20 du décret de 20 mars 2013. Bien sûr, comment l'appel d'offres, il vient de paraître dans un journal. Alors, il y a des mentions, bien sûr, qui sont réglementées par l'article 20. Bien sûr, tous les pièces, le lieu de dépôt, le lieu d'ouverture du pli, l'adresse de maître d'ouvrage, il y a bien sûr toutes sortes de conditions qui doivent figurer, bien sûr, dans l'avis à l'appel à la concurrence, ou bien dans l'avis, bien sûr, quand vous lisez dans un journal, bien sûr, appel d'offres, alors vous allez lire quelles sont les mentions. Ces mentions sont nécessaires. Une fois une mention fait défaut, alors il y a une vice de procédure. Alors la procédure, il va être annulée et le maître d'ouvrage, il est appelé à refaire la procédure deuxième fois. Alors l'appel d'offres, elle est bien sûr affichée parce que le décret, il part de la publicité dans 12 journaux, l'une en langue arabe, la deuxième en langue étrangère. Et aussi la publicité bien sûr, dans le portail des marchés publics. Sachant que le législateur, il oblige les administrations, les établissements publics et les collectivités territoriales, toutes les personnes intéressées par les marchés publics, à publier d'avance ou bien dans les 3 premiers mois de chaque année, tout leur programme prévisionnel relatif aux marchés publics dans le portail des marchés publics. Bien sûr, on va savoir est-ce que ces mesures sont respectées par l'administration ou pas. Bon, on va se référer au rapport de la Cour des comptes, on va voir que c'est pas que toujours les administrations respectent ces mesures, mais en fait, quand c'est une mesure de publicité. Bon, voilà comment la publicité, bien sûr, elle est relativement un peu respectée. Alors, la vie à l'appel à la concurrence, elle est
obligatoirement publié dans 12 journaux et publié dans un portail des marchés publics. Alors, le délai, il y a un délai de 21 jours pour l'appel, pour un appel d'ordre, mais parfois, ce délai de 21 jours est élevé jusqu'aux 40 jours. Mais pour des marchés que le montant, parfois, il dépasse 1 600 000 pour les marchés, je pense, des études, et un autre montant pour les marchés des travaux. Si le montant est d'une grande importance, vu son budget réservé, alors le délai de concurrence, le délai de dépôt, il n'est pas 21 jours, mais il peut aller jusqu'aux 40 jours. Maintenant, une fois ce délai et cette publication elle est faite, maintenant le délai elle est respecté, on va essayer de parler bien sûr de la commission d'ouverture des plis. Alors la commission d'ouverture des plis, on doit savoir d'abord, cette commission diffère, ça dépend des marchés de l'État, des établissements publics et des collectivités territoriales. Bien sûr, il y a une composition pour les marchés d'État et les commissions d'ouverture des plis sont toujours présidées par le maître d'ouvrage et son représentant. Bien sûr, dans les membres, bien sûr, il y a un représentant, un contrôleur, bien sûr, un contrôleur du ministère des Finances. Et pour les établissements publics, et aussi la même chose. Et pour les collectivités territoriales, bien sûr, il y a le maître d'ouvrage, son représentant, il y a aussi le représentant du trésorier général du royaume. Et une fois, par exemple, les montants dépassent quelques montants, il y a bien sûr il y a la présence du ministère de l'Industrie. Et parfois, dans certaines commissions d'ouverture des plis, il y a bien sûr le représentant ou bien le contrôleur de l'État. Bon, une fois cette commission elle est rassemblée, maintenant, il va opérer, bien sûr, ou bien il va commencer à exercer ses compétences. Alors, avant d'entamer l'exercice, qu'est-ce qu'il fait la commission d'ouverture des plis? Qu'est-ce qu'ils font? D'abord, les personnes qui sont concernées par les marchés publics. Alors, les documents, bien sûr, les documents que doivent préparer les concurrents. Alors, on parle d'un maître d'ouvrage, on parle d'un dossier administratif et un dossier technique, et on parle de l'offre financière. Ça sont les documents classiques. Mais parfois, on peut ajouter ce qu'on appelle le dossier additif. Et parfois, on parle de l'offre économique, de l'offre technique. Et en fonction de la nécessité et en fonction des caractéristiques du marché. Bon, une fois, c'est-à-dire pour préparer ces documents, alors le concurrent, il est appelé, bien sûr, à tirer, ou bien à retirer les documents préparés par l'administration, c'est-à-dire, ou bien on les télécharger par site de cette administration, vu qu'il y a le principe de la dématérialisation des procédures, c'est-à-dire il peut télécharger le CPS, le règlement de la consultation, le bordereau estimatif des prix et la déclaration sur l'honneur. Et il doit aussi à son tour préparer, pour se contracter avec l'administration, il doit préparer le dossier administratif et le dossier technique. Et l'offre financière. Alors l'offre financière c'est quoi? C'est de remplir, c'est-à-dire le montant qu'il propose pour exécuter le marché en lettres et en chiffres. Et il le met dans un pli séparé. Et le premier pli, il contient le dossier administratif et le dossier technique. Après, il y a le dossier additif, si la nécessité du marché l'exige. Après, il y a l'offre technique, c'est-à-dire c'est une proposition par le concurrent à exécuter le marché d'une manière technique, parfois même hors, c'est-à-dire dans une durée qui n'est pas, bien sûr, mentionnée, inférieure à la durée qui était mentionnée par le maître d'ouvrage. Alors, il y a une autre procédure qui est très pointue, qui est très, bien sûr, très intéressante, qui était à son tour réglementée par le législateur, à savoir le dépôt. Alors, dans les mentions qui sont citées par l'article 20 et qui sont relatives à l'appel à la concurrence,
on dit que le dépôt du pli doit être à l'adresse suivante et le pli doit contenir une mention qui est nécessaire, à savoir que ce pli ne doit être ouvert que par le maître d'ouvrage. C'est-à-dire, cette mention doit, c'est pas par le maître d'ouvrage, mais par le président de la commission d'ouverture du pli. C'est-à-dire, cette mention, il est obligatoire. Chaque pli doit, c'est-à-dire un grand pli qui contient 2 plis ou bien 3 plis, s'il contient 2 plis, un pli qui contient le dossier administratif et technique, le deuxième pli c'est l'offre financière. Parfois il y a le dossier additif et le dossier et l'offre technique. Tous les plis on les met dans un grand pli et on met une mention, bien sûr l'adresse de maître d'ouvrage et on met une mention qui est obligatoire que ce pli ne doit être ouvert que par le président de la commission d'ouverture du pli. Alors une fois le dossier ou bien les plis sont déposés, le délai de 21 jours elle est achevé, parfois 41 jours si le montant si le marché est d'un grand montant. Alors maintenant va commencer la commission d'ouverture du pli. Qu'est-ce qu'il fait la commission d'ouverture du pli? Alors la commission d'ouverture du pli, bien sûr, elle va se réunir pour travailler, bien sûr, au clos. Bien sûr, avant, bien sûr, le président, il va prendre, bien sûr, les plis qui sont déposés, il va les lister dans une liste, il va faire un appel avant de fermer la porte. S'il y a un concurrent qui n'a pas eu le temps de déposer, il peut déposer sa candidature séance tenante. C'est-à-dire, si quelqu'un qui est en retard, qui n'a pas encore déposé sa candidature, dans le délai de 21 jours ou bien 40 jours, on lui ajoute un délai, c'est-à-dire séance tenante. Alors, s'il y a une personne, alors on ajoute son dossier. S'il n'y a personne, alors maintenant la commission d'ouverture du pli va entrer et va commencer à exercer ses compétences. Il va commencer l'exercice et l'examen des dossiers. Alors, le premier dossier, c'est le dossier administratif et le dossier technique. À ce moment-là, il va éliminer tous les dossiers techniques et le dossier administratif qui ne respectent pas les mentions qui sont citées, ou bien qui ne respectent pas la législation, ou bien qui ont un vice de forme, ou bien n'importe. À ce moment-là, on va faire entrer les concurrents et lire la liste des personnes qui sont évincées, qui sont rejetées par par la commission d'ouverture du pli. Après, la commission va fermer la porte, elle va étudier et examiner l'offre financière. Alors, l'offre financière, une fois on va choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, à ce moment-là, on va aussi ouvrir la porte et faire entrer les concurrents bien sûr, que leur dossier était objet d'examen, et on va annoncer que le dossier de la société X qui était pris par le maître d'ouvrage, par la commission d'ouverture des plis. Alors, la commission d'ouverture des plis, il va établir un PV. Alors, ce PV, bien sûr, il contient le résultat de son travail. Alors, ce résultat, ou bien ce choix de concurrent, oblige le maître d'ouvrage. C'est-à-dire, le maître d'ouvrage, il est obligé et il n'a pas le droit de changer la décision prise par la commission d'ouverture des plis. À ce moment-là, la commission d'ouverture des plis, bien sûr, son travail, elle est terminée. Alors, c'est le maître d'ouvrage qui doit appliquer et qui doit, bien sûr, doit exécuter la décision de la commission d'ouverture des plis. Bien sûr, après, on va voir quelle est la procédure à suivre, mais les concurrents évincés soient rejetés dans la première étape, dans l'étude des dossiers administratifs et techniques, ou bien dans la deuxième étape de l'offre financière, ils ont toujours le droit de porter recours, soit un recours administratif devant un recours administratif gracieux, ou bien un recours administratif hiérarchique, ou bien devant le juge administratif. Mais ce recours-là, bien sûr, n'arrête pas l'action de l'administration. Alors, le maître d'ouvrage, qu'est-ce qu'il fait? Bon, on est maintenant devant un concurrent qui est choisi. Un concurrent qui est choisi, maintenant, il est titulaire du marché. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait l'administration? L'administration, la première des choses, elle doit approuver son travail. Elle doit approuver le marché, l'approbation. Je parle de l'approbation administrative. Mais ici, il y a une nouveauté.
Les marchés d'État, ils sont approuvés par le pouvoir hiérarchique. Les marchés des établissements publics, à leur tour, ils sont aussi approuvés par le pouvoir hiérarchique. Mais les marchés des collectivités territoriales, c'est-à-dire après, ou bien avant l'apparition ou bien la promulgation des lois organiques, elles faisaient à l'époque objet d'approbation. Mais actuellement, ce sont ceux, les présidents des collectivités territoriales, qui approuvent leur marché administrativement. Bon, une fois le marché il est approuvé administrativement, après ce moment-là, on passe à l'engagement du marché. L'engagement du marché, c'est-à-dire on engage budgétairement et financièrement le marché devant le contrôleur de l'État, c'est-à-dire la personne, c'est-à-dire chargée d'exécuter le budget, à savoir le contrôleur financier. C'est-à-dire le contrôleur, bien sûr, financier, il va contrôler, bien sûr, la légitimité et la légalité de la procédure et la véracité du budget. Bien sûr, une fois, bien sûr, ce marché, il est approuvé, il est engagé, bien sûr, il est engagé. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait la notification du marché au titulaire du marché. Bon, le législateur, il a fixé un délai de 75 jours entre l'approbation du marché, c'est-à-dire à partir de la fin où la commission d'ouverture des plis achève son travail jusqu'à l'approbation du marché. C'est-à-dire, une fois la commission d'ouverture des plis il a achevé son travail, il a délivré le PV au maître d'ouvrage, approbation administrative, engagement, notification du marché au titulaire du marché, toute cette opération doit bien sûr être réalisée dans un délai de 75 jours. Alors en passant le délai de 75 jours, s'il n'y a aucun problème, s'il n'y a aucun vice, alors parce que l'engagement du marché, bien sûr on va essayer de voir ça dans le contrôle budgétaire, le contrôleur du marché, il peut rejeter l'engagement. C'est-à-dire, mais bien sûr, ce rejet, bien sûr, doit être motivé. Soit un rejet, soit un rejet se réserve. C'est-à-dire, le contrôleur doit motiver, bien sûr, son refus ou bien son rejet plutôt. Mais, une fois que cette procédure de 75 jours est achevée, alors le marché est notifié, à ce moment-là, on va passer à conclure le contrat de marché. C'est-à-dire, le contrat de marché doit être conclu par le maître d'ouvrage. Mais qu'est-ce qu'il contient le contrat de marché? Le contrat de marché, comme il a dit, ou bien d'après la définition qui est présentée par l'article 13, le législateur il a dit que le marché est un contrat écrit. Et les cahiers de charges montrent ou bien assure les conditions de son exécution. C'est-à-dire qu'il y a un contrat qui fait référence, soit un contrat de marché, un contrat de marché de travaux, elle fait référence pour l'exécution au CCAGT, le cahier des clauses administratives générales appliquées sur les marchés des travaux, qui vient de paraître en 2016. S'il s'agit d'un contrat du marché qui a un rapport avec les études, la maîtrise des œuvres ou bien la fourniture, on fait référence au CCAGMO, le cahier de clauses administratives et générales appliqué sur les marchés des études et la maîtrise des œuvres. Malheureusement, qui n'est pas encore ajusté, qui n'est pas renouvelé, il date toujours de l'ancien, c'est-à-dire qu'on applique toujours l'ancien CCAGMO qui date de 2000. Parce que les deux cahiers de charges, ils datent de 2000, mais le gouvernement, il a promulgué dernièrement, c'est-à-dire en 2016, c'est pas dernièrement, ça fait 4 ans, mais après la promulgation du décret de 20 mars 2013, il a fait certains alignements et certaines révisions de l'arsenal juridique qui a un rapport avec les marchés publics, à savoir le CCAGT, la révision des prix et l'antissement du marché et les intérêts moratoires. Tout cet arsenal juridique qui a un lien avec la commande publique, elle était révisée, elle était ajournée. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas encore révisé le CCAGMO. On applique toujours le CCAGMO qui bien sûr qui date de l'ancienne législation de 2000. Alors pour bien sûr une fois
il voit que le marché il est conclu, bien sûr, et qu'il est approuvé administrativement l'engagement, le marché il est engagé, il ne porte aucun vice, le marché il est négocié, il est notifié, on est devant un titulaire du marché, on va préparer le contrat de marché, alors on a signé le marché, elle est là, le titulaire du marché, ne plus aujourd'hui titulaire du marché maintenant, elle va changer de qualité, il ne va pas rester titulaire du marché, il va devenir co-contractant avec l'administration. Pourquoi sa titularisation est co-contractant de l'administration? Pourquoi ce changement de taille? Pourquoi ce changement de qualité? On dit qu'il est titulaire du marché parce que on a commencé par la première appellation. C'était quoi? C'était un concurrent. Un concurrent, tout le monde dit concurrent. Mais on choisit un titulaire du marché, c'est-à-dire la personne qui était choisie par la commission d'ouverture du prix. Mais un titulaire n'est pas un contractant avec l'administration parce que le contrat des marchés publics n'est pas encore conclu. C'est-à-dire que l'opération contractuelle et les obligations contractuelles commencent d'après la conclusion du contrat. Après la conclusion des contrats, c'est pas une fois que vous êtes titulaire du marché et que l'administration vous a notifié le marché que vous êtes co-contractant. Vous n'avez pas encore sa qualité parce que, en fin de compte, l'administration, en vertu de l'article 40, 41, 42, il peut annuler toutes sortes de marchés puisque le marché n'est pas encore conclu, le contrat n'est pas encore signé, l'ordre de service n'est pas encore donné. Alors, à ce moment-là, vous êtes titulaire du marché. Mais une fois vous avez signé le contrat de marché, maintenant on vous a changé la qualité et vous êtes co-contractant avec l'administration. Vous avez des droits et des obligations et l'administration est là des prérogatives et aussi est là des obligations. Attention, on a dit que l'administration n'a pas des droits mais elle a des prérogatives. Les prérogatives accordées à l'administration parce qu'on est devant un contrat administratif qui est lié avec le service public. On ne parle plus des droits de l'administration, contrairement au contrat passé, bien sûr, par l'administration, parce que l'administration ne passe pas selon les contrats du marché public. Parce que si on va référer aussi deuxième fois à l'article 3 des décrets de 20 mars 2013, on va parler d'un titre qui s'appelle dérogation. Qu'est-ce qu'il dit le législateur? Reste hors application de ce décret les contrats de gestion délégués, les partenariats des publics privés et les contrats conclus par l'administration qui sont assujettis au droit commun. C'est-à-dire il y a une liste de prestations qui sont conclues par l'administration et qui ne sont pas assujetties à la législation des marchés publics. Et en cas de litige, c'est le juge de droit commun qui est compétent. Ici, l'administration n'utilise pas les prérogatives, mais elle utilise des droits et des obligations parce qu'il y a le consensualisme qui est respecté, il y a un égalitarisme qui est respecté par l'administration et son contractant. À l'inverse, en contrat de marché public, on parle des prérogatives accordées à l'administration. Alors, qu'est-ce qu'il fait l'administration? Une fois le contrat il est conclu, alors le contrat il est conclu, alors on doit maintenant poser la question comment l'opération contractuelle se déroule. Maintenant j'ai un marché, je suis co-contractant, j'ai signé le contrat avec l'administration est là, bon voilà j'ai un marché par exemple des travaux, alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois commencer? Non, je ne dois pas commencer, parce que l'administration, bien sûr c'est elle qui a les prérogatives. Alors, on va commencer. Quelles sont les prérogatives accordées à l'administration en matière des marchés publics? On ne dit pas les droits, mais on dit les prérogatives. Alors, il a le droit de quoi? De direction. Il a le droit de contrôle. Il a le droit de sanction. Il a le droit de résiliation. Et la résiliation va prendre plusieurs figures. Soit la résiliation pour motif d'intérêt général, soit la résiliation, c'est-à-dire pour la résiliation comme sanction, ou bien parfois il y a la résiliation suite à l'initiative des maîtres d'ouvrage, ou bien il y a la résiliation parfois pour des raisons extra-contractuelles qui ne sont pas nées de la volonté, ni de la volonté de l'administration, ni de la volonté bien sûr de ce contractant. Mais
bien sûr, avant d'entamer les prérogatives de l'administration, on va commencer par la partie la plus faible dans l'équation contractuelle, bien dans l'opération contractuelle, à savoir le co-contractant avec l'administration. Alors le co-contractant avec l'administration, il va exécuter ce contrat dans l'absence des consensualistes, dans l'absence